Louis XVI, roi de France et de Navarre. L'appel à la nation partie 5. Bienvenue pour la suite de l'appel à la nation de Louis XVI. Alors bonsoir à tous, bienvenue dans Histoire de France, l'appel à la nation de Louis XVI, 5e partie. Je continue donc la lecture du roi pour cette 3e époque. Les rois d'Angleterre, souverains d'un royaume beaucoup moins étendu, beaucoup moins peuplé, beaucoup moins riche et qui n'ont pas comme moi réuni la fortune de leurs ancêtres à la couronne, jouissent cependant d'un traitement à peu près égal à celui que l'Assemblée m'avait fixé. Leurs sujets, loin de s'en plaindre, l'ont souvent augmenté, notamment à l'égard du souverain actuel, chargé d'une nombreuse famille. Conséquemment, et sous ce rapport, les mécontents n'avaient pas le droit de se plaindre de la fixation de mon sort, surtout lorsque le corps de la nation, plus généreux et plus juste, ne s'en plaignait pas. On voit d'ailleurs que mon désintéressement ne s'est pas démenti dans une circonstance où je pouvais au moins réclamer des droits positifs et incontestables. Je n'aurais même pas fait l'observation qui précède sans la nécessité de repousser une injustice. Je reviens à mon récit. Malgré les difficultés et les contrariétés sans cesse renaissantes, l'Assemblée avançait à grands pas vers la Constitution. On avait décrété l'établissement d'une fête annuelle fixée au 14 juillet et commémorative à la Révolution de 1789 sous le titre de Fête de la Fédération. En conséquence, on appela de tous les départements dans le royaume des députations de gardes nationaux à l'effet de prêter le serment d'obéissance à la Constitution et je reçus dans cette occasion le titre de restaurateur de la liberté française comme ayant accepté les articles déjà décrétés de cette Constitution. Le véritable objet de la fête qu'on venait d'établir était de consolider par une sorte d'assentiment général ces mêmes articles afin de fixer les bases constitutionnelles. Cependant, cette mesure était très fausse, car pouvait-on exiger le serment d'exécuter une constitution qui n'était point achevée, pouvait être encore réformée dans son tout ou dans ses parties? Pouvait-on forcer par un décret d'exécuter une constitution que la nation ne connaissait pas encore et à laquelle elle n'avait conséquemment pu donner son assentiment ni son acceptation? Cette démarche était au moins prématurée. À cet égard, on pouvait aussi m'objecter que mon acceptation personnelle ne l'était pas moins, mais ce serait une erreur. En effet, je sentais la nécessité d'une prompte constitution afin d'anéantir cette multitude d'abus que l'autorité royale n'aurait jamais pu détruire. D'après cela même, il m'importait peu que la Constitution fût achevée, perfectionnée. Mon acceptation n'était et ne pouvait jamais être qu'un acte provisoire tendant au bien. D'ailleurs, mon acceptation ne pouvait être obligatoire pour la nation qui avait le droit d'examiner avant d'accepter et dont l'acceptation, dans tous les cas, ne pouvait et ne devait être faite que volontairement et librement. Mon but personnel n'était donc que d'asseoir et d'arrêter les bases. Je savais que la fraction, qui ne se tendait qu'à l'anarchie, voulait toujours éloigner la Constitution, et ce fait était prouvé par les manœuvres mêmes dont on fit usage pour empêcher les fédérés de 1790 d'arriver jusqu'à Paris, où, leur disait-on, ils seraient égorgés en arrivant. Je dois observer à cet égard que le duc d'Orléans, que je n'avais pas encore rappelé d'Angleterre, et que la fête de la Fédération intéressait sans doute, se permit de revenir et réapparut à Paris la surveille le 12 juillet. Mais grâce aux moyens de prévoyance que le maire de Paris et This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Lafayette mirent en usage, aucun incident ne vint en troubler la solennité. Bientôt, à notre événement, prélude de tous ceux qui se sont manifestés depuis, fixa toute mon attention. Peu de temps après la Fédération, on tâcha de porter le trouble dans le sein de la force armée, par la seule raison, je pense, qu'au terme de la Constitution, cette force était demeurée à ma disposition. La faction qui voulait détruire la dynastie régnante ne voulait point reconnaître une constitution qui la conservait. Le soutien de la dynastie et du trône était la force armée. Or, le moyen d'affaiblir le trône était de désorganiser et de détruire ce qui en faisait le soutien.
Ou chercha donc à semer le trouble et à fomenter l'insurrection, tant dans la troupe de ligne que dans la marine. Les Suisses, demeurés jusqu'alors fidèles à leur capitulation, ne s'étaient point écartés de leur devoir. On tâcha de porter le trouble parmi ceux qui composaient partie de ma garde. On tâcha de même de le porter dans les différents régiments. Mais ce fut surtout à Nancy que l'insurrection éclata de la manière la plus cruelle. Le régiment suisse de Châteauvieux, alors en garnison à Nancy, porta l'esprit de révolte à un tel point qu'il refusa non seulement de rentrer dans le devoir et de partir, qu'il manifesta l'insurrection la plus décidée. Le général Bouillet, qui commandait en Lorraine, n'ayant pu réduire ce régiment à l'obéissance, l'Assemblée constituante fut contrainte d'envoyer sur les lieux 2 commissaires pour ramener l'ordre ou pour donner, d'après une proclamation, celui de repousser la résistance par la force et de requérir à cet effet les gardes nationales de l'armée. Bouillet fut en conséquence obligé de marcher sur Nancy pour réduire le régiment de Châteauvieux, auquel s'étaient joints ceux de maître de camp et du roi, et une partie de la garde nationale de la ville. À l'approche du général et de la troupe, les révoltés demandèrent une capitulation qui ne pouvait leur être accordée dans l'état d'insurrection où ils étaient. On leur donna l'ordre de se rendre en armes dans une plaine voisine, ce qu'ils refusèrent. L'armée, en conséquence, continua sa marche sur Nancy. Arrivée à la porte, la garde nationale de Metz, qui marchait en avant, fut accueillie d'une fusillade par le régiment de Châteauvieux. Alors, la garde nationale, irritée, força la porte, la baïonnette au bout du fusil, et poursuivit ce régiment dans les rues, à travers les décharges dont elle s'était assaillie par les croisés et auxquelles elle fut obligée de répondre. Le régiment du roi se rendit au général, celui du maître de camp en fit autant, et ils partirent de suite pour les villes qui leur furent indiquées. Châteauvieux, affaibli par ses pertes et forcé par le nombre, fut fait prisonnier et envoyé à Marsal. Ainsi se termina cette insurrection qui coûta la vie à plus de 300 hommes. À cette nouvelle, l'Assemblée vota des remerciements au général Bouillet, aux gardes nationales, aux troupes de ligne, à la municipalité ainsi qu'au directoire du département de Nancy sur la conduite que chacun avait respectivement tenue dans cette circonstance. À la suite de cet événement fut nommé un conseil de guerre pour juger les coupables, dont les uns ont été pendus et les autres condamnés aux galères. Mais les factieux qui avaient vu échouer leur projet contre-révolutionnaire à l'affaire de Nancy commencèrent à jeter les hauts cris sur la conduite du général Bouillet, qui n'avait que rempli son devoir. Et bientôt cette insurrection fut suivie d'une multitude d'autres, dans les différentes parties du royaume, mais notamment dans la partie méridionale et jusque dans le parc de Versailles. Mais quelle était la cause et le but de ces troubles? Les voici. Les insurrections devaient ou ne devaient pas réussir. Si elles réussissaient, la Constitution était abattue, le trône était anéanti. Un mode nouveau de gouvernement quelconque succédait, le chef de la faction s'emparait des pouvoirs, la France était asservie. Si les troubles, au contraire, ne réussissaient pas, alors c'était sur le roi, sur les nobles, sur le clergé que l'on faisait retomber l'ouvrage des factieux. Et dans tous les cas, c'était toujours le souverain qui devait être victime de ces horribles manœuvres. On ne peut pas aujourd'hui me supposer de hasarder à cet égard une opinion sans fondement, puisque la chaîne des événements et leurs résultats actuels opèrent la preuve la plus complète de la vérité de mon assertion. C'est d'après ce plan de machination que la faction, toujours constante dans ses vues et dans l'exécution de son projet, n'a cessé de se conduire jusqu'à la journée du 10 août dernier, semer partout la discorde, inspirer les défiances contre toutes les autorités constituées, répandre des libelles atroces. Égarer les esprits, les diriger vers le but sacrilège qu'on méditait tel a, je le puis dire, était la marche uniforme des factieux. Je passe à regret sur une multitude d'incidents pour abréger mon récit et je ne m'arrêterai qu'aux événements majeurs qui serviront à développer de plus en plus une trame dont il m'est bien essentiel de ne pas échapper le fil. La faction, ne sachant plus comment renouveler et propager les troubles, en fatiguant ma patience, imagina de supposer que je devais être enlevé, sortir de la France, me réunir aux immigrés, rentrer dans le royaume les armes à la main, anéantir la Constitution et subjuguer la nation par la force. Ce projet tout extravagant qu'il était, mais imaginé pour séduire les esprits faibles et défiants, prit toute la faveur qu'on s'en était promis, et il a servi de prétexte à toutes les vexations dont je me suis vu accablé depuis le commencement de 1791.
C'est d'après tous les désagréments journaliers dont je ne cessais d'être victime que les princesses, mes tantes, pénétrées jusqu'au fond de l'âme du sentiment douloureux et pénible que leur inspirait ma situation, se déterminèrent à voyager en Italie pour y tromper leur chagrin et attendre que le rétablissement de la paix intérieure du royaume leur permît d'y terminer plus paisiblement des jours absorbés par la douleur. Cette attention de voyager, une fois devenue peu publique, fut encore pour moi le sujet de vexation d'un autre genre. On voulut me forcer, moi, préposé par la nation pour la défense de la liberté individuelle des Français, de gêner celle de mes tantes, d'empêcher leur départ et de commettre une infraction à la loi pour les priver des avantages que leur accordait la Déclaration constitutionnelle des droits de l'homme. Je n'avais sur mes tantes que l'autorité de la loi. Là se bornait mon pouvoir, et si j'avais voulu l'outrepasser en déférant aux députations qui me furent faites alors, on ne manquerait pas d'ajouter aujourd'hui à la liste de mes crimes imaginaires la violation et l'arbitraire dont ma condescendance m'aurait rendu coupable. Ce piège maladroit n'eut encore aucun succès. Mais bientôt, une nouvelle scène se prépara. La faction imagina de répandre qu'il se formait un camp à Vincennes, qu'on y avait transporté des matelas, des canons, des munitions, que l'on devait assiéger Paris. Et favoriser mon évasion, aussitôt le faubourg Saint-Antoine part pour Vincennes, la foule et le trouble augmentent. La garde nationale s'y transporte, mais par les soins du commandant général, l'émeute est dissipée. On craignait le reflux de cette nouvelle révolte sur le château des Tuileries. Et tous les événements antérieurs pouvaient justifier une crainte mieux fondée que le prétendu siège de Paris. En conséquence, des citoyens, braves et courageux, craignant pour la sûreté de ma personne, se rendirent aux Tuileries avec le dessein généreux de me défendre en cas d'incident. Dès que j'en fus instruit, pour éviter jusqu'à l'ombre du soupçon qui aurait pu inquiéter les esprits égarés, en favorisant le trouble qu'on se plaisait à fomenter, j'engageai ces mêmes personnes à déposer les armes dont elles avaient cru devoir se munir. Alors la tranquillité sembla reparaître. Mais dès le lendemain, l'on ne manqua pas, dans tous les écrits incendiaires, de broder cet événement très simple de la manière dont la faction est dans l'usage de présenter tout ce qu'elle soumet aux yeux de ceux qu'elle veut égarer. Peu de temps après, décéda Mirabeau l'aîné, le corripé principal de la faction, qui quelque temps avant sa mort, et ce fait est digne de remarque, disait « Si l'on parvient à persuader à la nation que Louis XVI est fauteur et complice des excès qui ont lassé sa patience, elle invoquera un Louis XVII. » Ce mot bien précieux clant la circonstance où je me trouve est véritablement le mot de l'énigme que la suite de mon récit éclaircira de plus en plus. À la nouvelle de cette mort, tous les partis demeurèrent stupéfaits. Les uns de désespoir d'avoir perdu leur ferme appui, les autres de plaisir de se voir délivrés de l'ennemi le plus dangereux du bien public. Mais tous n'eurent qu'un sentiment pour lui accorder les honneurs de l'apothéose. Je dois m'abstenir de toute réflexion ultérieure. Je crus, et je l'avoue, avoir plus gagné que tout autre à cet événement, puisqu'en effet je perdais l'un des plus cruels ennemis du trône, et l'un des plus redoutables conjurés du royaume, mais malheureusement il n'avait en mourant emporté que son esprit, son cœur et son âme étaient devenus l'héritage de sa faction, et ses principes n'ont jusqu'à présent pas été démentis par le parti qui lui a survécu, j'en eus bientôt la preuve. En effet, je m'étais proposé d'aller passer à Saint-Cloud les fêtes de Pâques avec ma famille et d'y respirer l'air de la tranquillité. J'avais en conséquence fixé mon départ le 18 avril. Déjà tous les préparatifs étaient faits. Déjà même j'étais en voiture lorsqu'un rassemblement considérable formé tant dans le carrousel que dans les cours du château vint s'opposer à mon départ avec l'indécence la plus hardie comme la plus punissable, s'il avait existé des lois répressives et une autorité suffisante pour les faire exécuter. Quoi qu'il en soit, et pour éviter de plus grands mots, il me fallut prendre le parti de rester et de faire à ma sûreté personnelle le sacrifice du délassement que j'avais espéré me procurer. J'avouerai que les modifications sans cesse renaissantes dont j'étais journalement accablé répandirent dans mon cœur l'amertume du dégoût au point qu'il ne me fut plus possible d'y tenir. Je sentis que, pour rompre absolument les efforts d'une fraction qui, chaque jour, acquérait de nouvelles forces, il fallait me décider à un parti qui, me rendant à moi-même la liberté que j'avais donnée à tous, sauvât à la fois la nation, le trône et le souverain du précipice affreux où je les voyais prêts à s'engloutir. En conséquence, je fis donner des ordres pour me préparer à Montmédy.
l'une des places fortes des frontières de la Lorraine, un logement pour moi et ma famille avec une garnison suffisante pour être également à l'abri des attaques du dehors et du dedans. Là, j'aurais attendu la fin de la Constitution, je l'aurais examinée à loisir, j'aurais communiqué mes observations à la nation et à ses mandataires, et j'eusse forcé ces derniers d'y avoir les égards qu'exigeaient d'eux les intérêts de la France. Alors, assuré et appuyé du vœu général, j'aurais accepté la Constitution et je serais revenu à Paris combler les applaudissements d'une nation dont je me serais montré digne d'être le représentant après avoir été le défenseur de ses droits. Fort de la vérité, de la pureté de mes intentions, je partis dans la nuit du 20 au 21 juin 1791 pour me rendre à ma destination. Le malheur de la France, et le mien, j'ose le dire, voulut que je fusse arrêté presque au moment d'arriver à Montmédy, mais comme dans ma conduite et mes projets, tout était pur et nécessité par les circonstances. J'avais eu soin, avant mon départ, de préparer un mémoire contenant les motifs de mon éloignement de la capitale et les vues ultérieures de justice qui devaient en être la suite. Ce mémoire, que j'adressais à tous les Français à qui je devais le compte de ma conduite, fut remis le lendemain de mon départ et sous ma signature à l'Assemblée nationale. Je m'en rappellerai point ici le contenu pour ne pas interrompre mon récit. Je me contenterai de le joindre à la suite de cet écrit et la France, qui peut avoir oublié ce mémoire, y trouvera la prédiction trop certaine des malheurs dont je me vois investi. Il faut arrêter dans ma route et ramener à Paris. Un décret du 25 juin a suspendu dans mes mains l'exercice de mon pouvoir et m'a consigné au château des Tuileries, ainsi que ma famille, sous bonne et sûre garde. C'est-à-dire que je suis vu détenu des prisonniers dans toute la force de l'expression jusqu'au moment où il s'est agi d'accepter la Constitution. Je dois observer que la conduite qui, dans cette circonstance, fut tenue à mon égard par l'Assemblée constituante aurait l'air du délire si elle n'avait le fatal mérite de la vérité. En effet, j'étais libre de par la Constitution, et sans la Constitution qui n'existait encore qu'en projet, imparfait et non révisé. Dès lors, et de toute manière, l'Assemblée n'avait aucun droit, aucune autorité sur ma personne. D'ailleurs, je n'avais ni quitté le royaume, ni conçu le projet de le faire, mes préparatifs même prouvant cette vérité, car je n'avais ni papier, ni bijoux précieux, ni somme imposante avec moi. Si mon intention eût été d'abandonner la France, quoique arrêté, rien ne m'eût empêché, j'étais en force, un mot de ma part eût suffi. Et je m'en suis bien donné de garde, et je me pardonnerai même pas d'avoir hasardé la vie d'un citoyen pour conserver la mienne. En un mot, j'étais irréprochable à tout égard, et cependant l'Assemblée sans autorité, sans loi sur la question, s'érige en tribunal, réunit et confond dans son sein tous les pouvoirs. S'institue mon juge et m'inflige par le fait une peine qu'elle n'avait même pas l'autorité de m'infliger par le droit. Ah, Français, étaient-ce là vos intentions lorsque vous nommâtes vos mandataires, lorsque vous leur prescrivîtes des devoirs qu'ils ont méprisés, des volontés qu'ils ont transgressées, des pouvoirs qu'ils ont enfreints? J'ai toujours, au contraire, respecté, comme je le devais, votre vœu manifesté, seul je l'ai fait. Seul j'en suis puni. Mais devrais-je être le souverain de l'Assemblée ou le vôtre? À cette époque, la faction qui n'a cessé de déchirer la France s'agita de toute manière dans ces assemblées qui subjuguaient celles de la nation. On se permettait les motions les plus destructives, les plus sanguinaires. Alors on ne voulait pas la destruction du trône, mais bien celle du souverain. Et tandis qu'on agitait cette abominable question, le duc d'Orléans, toujours jaloux de manifester sa modestie, écrivait le 26 juin aux journalistes. S'il est question de régente, je renonce dans ce moment et pour toujours au droit de la Constitution m'y donne. Et de suite, il vantait ses sacrifices, mais celui-ci lui était pas fort à charge. Il eût préféré, sans doute, aux honneurs stériles d'une régence, le pesant fardeau de la royauté. C'était en effet là le dernier effort, comme le dernier but de son civisme. Cependant, à la séance du 23 août, c'était en effet le 23 août suivant, lorsqu'on agita les droits politiques des princes de ma famille, le duc d'Orléans, sensible à ce que la Constitution l'éloignait de tous les emplois et bornait ses droits à l'expectative éventuelle de la succession au trône, réclama fortement contre cette disposition et dit: je donne dès ce moment acte de ma renonciation au droit éventuel de la succession au trône, que je déposerai sur le bureau de l'Assemblée pour obtenir le droit de citoyen français.
On peut juger de la valeur de cet acte de civisme dans un moment ou dans l'ordre de la nature. Il ne pouvait fonder aucun espoir sur le trône, et cette renonciation était un charlatanisme d'autant plus grossier qu'il n'avait le droit de renoncer pour lui, ni moins encore pour les siens, à cette succession éventuelle. Bientôt, un nouvel événement vint encore répandre l'alarme dans Paris. L'Assemblée constituante avait, le 15 juillet, arrêté une loi pour fixer les cas où les rois seraient à l'avenir censés avoir abdiqué le trône. Les prétendus amis de la Constitution, conspirant aux Jacobins, qui dès ce temps maîtrisaient l'Assemblée nationale, qui opposaient le poids de la faction à l'autorité de la loi, et qui voulaient alors me réduire à la situation où je suis et détruire à la fois la monarchie et le monarque, se permirent de rédiger une pétition à l'Assemblée capable de répandre le trouble dans la France entière, d'allumer le flambeau de la guerre civile et conséquemment d'empêcher l'achèvement de la Constitution. Pétition par laquelle il demandait acte de l'abdication du trône par moi, soi-disant faite le 21 juin précédent, avec protestation de ne me reconnaître pour roi que lorsque la majorité de la nation aurait émis un vœu contraire au leur. Je dois observer que les auteurs provocateurs et adhérents à ce projet font aujourd'hui partie des membres de la Convention et de mes juges. On avait ameuté le public ordinaire pour faire un rassemblement le 17 juillet au champ de la Fédération et pour signer cette pétition qu'ensuite on aurait été présenté en force à l'Assemblée. Le maire de Paris, qui est le commandant général de la garde nationale, instruit du projet de cette insurrection civique, prirent les mesures nécessaires pour en prévenir les effets en conformité du décret rendu la veille à ce sujet. Mais ces mesures, loin d'arrêter l'essor des factieux, ne firent que les enhardir au point qu'ils opposèrent la force des armes à l'autorité de la loi. Cette circonstance ayant nécessité la rigueur de la loi martiale, le drapeau rouge fut déployé, des désastres inséparables du trouble en furent la suite, et la faction fut déjouée. Enfin, après 28 mois de séance, l'Assemblée nationale mit fin à la Constitution qui fut présentée à mon acceptation. On sentit que pour cet acte important, il fallait que je fusse libre, ou qu'au moins je parusse l'être. En conséquence, je fus rendu par un décret du 3 septembre à la plénitude de mon autorité constitutionnelle et l'on me laissa le choix du lieu pour examiner et accepter la Constitution. Je crus qu'il était de ma prudence de ne pas m'absenter de la capitale pour ne pas donner aux factieux quelques nouveaux motifs de soulèvement ou de trouble. Je déclarai donc que je resterais à Paris. Je crus aussi que mon acceptation devait être faite dans le lieu même où la Constitution avait été décrétée. Je me tins en conséquence à ce parti. Je n'employai que 10 jours à l'examen de l'acte constitutionnel qui exigeait 3 mois de réflexion. Je le trouvais incohérent dans son ensemble, disparate dans ses détails et ne présentant qu'une bigarrure de principes et d'idées accumulées et rassemblées sans liaison et sans ordre. Ce qu'alors je jugeais de ce travail, la France entière, je veux dire la portion instruite et de bonne foi, la jugeait de même, mais je concevais en même temps qu'un travail de cette nature, fait sans plan général préalable, sans suite dans la rédaction, interrompu dans la discussion, conçu, exécuté, débattu, dans le choc des passions et des intérêts divisés, ne pouvait pas présenter cet ensemble de perfections si désirables dans un acte de cette importance. Mais aussi, d'un autre côté, je concevais que le temps, l'expérience et l'opinion publique mûriraient à la suite ce canevas constitutionnel qui pourrait, par cette raison, être plus perfectionné dans la suite. Il fallait mettre fin aux troubles, ramener la paix, anéantir les factions. C'est que j'attendais de la législature suivante. En conséquence, j'acceptai la Constitution le 13 septembre et je prêtai mon serment le lendemain. En envoyant mon acceptation, je crus cependant devoir y joindre quelques observations. J'écrivis en conséquence à l'Assemblée et je lui dis, entre autres choses, « Dès le commencement de mon règne, j'ai désiré la réforme des abus. Et dans tous les actes du gouvernement, j'ai aimé apprendre pour règle l'opinion publique. Dans le cours des événements de la Révolution, mes intentions n'ont jamais varié. Lorsqu'après avoir réformé les anciennes institutions, vous avez commencé à mettre à leur place les premiers essais de votre ouvrage, je n'ai point attendu pour y donner mon assentiment que la Constitution entière me fût connue. J'ai favorisé l'établissement de ces partis, avant même d'en avoir pu juger l'ensemble. Et si les désordres qui ont accompagné presque toutes les époques de la Révolution venaient trop souvent affliger mon cœur, j'espérais que la loi reprendrait de la force entre les mains des nouvelles autorités. Et qu'en approchant au terme de vos travaux, chaque jour lui rendrait ce respect sans lequel le peuple ne peut avoir ni liberté ni bonheur. J'ai persisté longtemps dans cette espérance, que chacun se rappelle le moment où je me suis éloigné de Paris,
La Constitution était près de s'achever. Et cependant, l'autorité des lois semblait s'affaiblir chaque jour. L'opinion, loin de se fixer, se subdivisait en une multitude de partis. Les avis les plus exagérés semblaient seuls obtenir la faveur. La licence des écrits était au comble, aucun pouvoir n'était respecté. Les motifs qui me dirigeaient ne subsistent plus aujourd'hui. J'accepte donc la Constitution. Je déclare qu'instruit de l'adhésion que la grande majorité du peuple donne à la Constitution, je renonce au concours que j'avais réclamé dans ce travail, et que n'étant responsable qu'à la nation, nul autre, lorsque j'y renonce, n'aurait le droit de s'en plaindre. Je manquerais cependant à la vérité si je disais que j'ai aperçu dans les moyens d'exécution et d'administration toute énergie qui serait nécessaire pour imprimer les mouvements et conserver l'unité dans toutes les parties d'un si vaste empire. Mais puisque les opinions sont aujourd'hui divisées sur ces objets, je consens que l'expérience seule en demeure juge. Lorsque j'aurai fait agir avec loyauté tous les moyens qui m'ont été remis, aucun reproche ne pourra m'être adressé. Et la nation dont l'intérêt seul doit servir de règle s'expliquera par les moyens que la Constitution lui a réservés. Consentant à l'oubli du passé, que les accusations et les poursuites qui n'ont pour principe que les événements de la Révolution soient éteintes dans une réconciliation générale. Quant à ceux qui, par des excès où je pourrais apercevoir les injures personnelles, ont attiré sur eux la poursuite des lois, j'éprouve à leur égard que je suis le roi de tous les Français. Après mon acceptation fut prononcée l'amnistie générale sans laquelle plusieurs ne siégeaient point aujourd'hui dans la Convention. Je fus comblé des témoignages apparents du plus tendre attachement et pour la première fois de ma vie, je me crus heureux puisque toute la France me parut heureuse. Telle fut la loyauté de ma conduite et qu'elle est différente de celle qui depuis on a tenu à mon égard. Je ne dois point omettre, en terminant cette époque, de rappeler l'un des actes qui a distingué le dernier jour de l'Assemblée constituante. Instruite depuis longtemps du danger des sociétés populaires, sociétés qui ont fini par élever autel contre autel, autorité contre autorité, par opposer l'arbitraire à la loi, par s'ériger en souverain au milieu même de la nation, et porter partout le désordre de la désorganisation et le flambeau de la destruction, l'Assemblée constituante se fit faire par son comité de constitution un rapport duquel il résulta que ces sociétés spontanées dans le principe avaient fini par prendre une existence politique, que lors de cette position, elles faisaient courir des dangers à la chose publique et net les contraventions à la loi, qu'il était essentiel d'écarter du corps législatif toute influence étrangère, que dès que les sociétés populaires sortaient de leur situation privée, elles s'élevaient contre la Constitution au lieu de la défendre. Et alors, le nom sociétaire, ami de la Constitution, devenait un mot de ralliement, un cri d'agitation qui ne servait qu'à troubler l'exercice de l'autorité légitime, que la Révolution avait pu permettre ce que la Constitution devait proscrire, que ces sociétés ne pouvaient avoir d'affiliation à une espèce de métropole ou société mère sans que cette correspondance opérât de fâcheux effets, qu'il en résulta des haines et des moyens de persécution, que des débats, des arrêtés, des publicités, de séances de ces sociétés, des ordres, des usurpations de pouvoir étaient autant d'actes contraires à la Constitution qu'aucun caractère public, aucune démarche ne devait les signaler, qu'enfin, leur existence politique, leur affiliation, leurs journaux, leurs pétitions en nom collectif, leur influence légale étaient propres à alarmer tous les citoyens paisibles et à éloigner tous ceux qui voulaient vivre tranquillement sous la protection des lois, qu'ainsi, sous l'aspect de la morale et des mœurs, comme sous celui de la Constitution, il ne fallait ni affiliation de société, ni journaux de leurs débats. Sur ce rapport, l'Assemblée rendit un décret par lequel, considérant que nulle société ni association de citoyens ne peuvent avoir, sous aucune forme, d'existence politique, ni exercer aucune action sur les actes des pouvoirs constitués et des autorités légales, ni paraître en nom collectif pour former des pétitions ou députations ou assister à des cérémonies publiques, elle prononça des peines relatives en cas de contravention à son décret et chargea les procureurs généraux syndics des départements et les commissaires du roi de faire les dénonciations et poursuites nécessaires contre les contrevenants. Malheureusement, ce décret sage mais tardif n'a servi que de palliatif momentané. La destruction absolue était le seul remède à tous les maux, et l'expérience ne le démontre que trop aujourd'hui. En effet, alors que de ce décret, les députés à la législature étaient déjà nommés,
Tous avaient été pris parmi les scorifées des sociétés populaires et tous les citoyens qui, par leur mérite ou leur talent personnel, auraient pu avoir droit aux élections s'en étaient vus écartés par la faction des soi-disant amis de la Constitution. De là, tous les événements désastreux qui ont caractérisé l'époque suivante de mon règne. Enfin, le dernier jour de la session, a été créée la garde militaire qui devait être de service auprès de ma personne et choisie dans les 83 départements. Quatrième époque. Je vais continuer sur la quatrième époque quelque temps. Je ne la ferai pas entièrement, mais bien sûr, vous aurez la suite prochainement, je pense, dans une dizaine de jours. Donc, cette quatrième époque de l'appel au roi de Louis XVI. Moi voici enfin arrivé à l'époque la plus malheureuse de mon règne, époque sur laquelle on va voir le plan combiné, suivi, exécuté de la destruction du monarque, du trône et de la Constitution. L'Assemblée nouvelle, bien endoctrinée, bien instruite, bien imbue de tous les principes jacobites, ouvrit sa section le 1er octobre et le lendemain prêta le serment qu'elle a si cruellement violé de maintenir la Constitution, tandis qu'elle n'arrivait qu'avec le projet de la détruire. Le 4, le même serment fut individuellement répété avec l'addition d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, tandis que le plan était de ne pas plus qu'à l'un qu'à l'autre et de tout renverser du même coup. Et en effet, dès le 5 fut rendu le décret le plus injurieux à la nation et au roi, lequel fut rapporté le lendemain sur le sentiment de l'indignation publique. À cette séance, l'un des membres s'était permis de dire « J'ai été révolté de voir le président de l'Assemblée nationale s'incliner devant le roi comme si le premier représentant d'un grand peuple ne pouvait être l'égal d'un premier fonctionnaire. » Mais cet opinant, plus endoctriné que bien instruit, feignait sans doute d'ignorer que le roi, d'après la Constitution et le vœu des cahiers, était le seul représentant de la nation, que partout où il se montre avec les caractères de leur royauté, c'est la nation qui paraît, que le président d'une Assemblée nationale n'est au contraire que le chef temporaire des mandataires de la nation et qu'il existait toujours une différence réelle et nécessaire entre la nation et ses mandataires. On concevra facilement que, d'après un début de cette espèce, je devais m'attendre à des désagréments ultérieurs bien plus amers, et c'est ce qu'en effet je n'ai cessé d'éprouver. Bientôt, on commença par tâcher de désorganiser le ministère en dégoûtant les ministres afin de parvenir à me faire adopter tous ceux dont la faction plus dominante que jamais voudrait m'entourer par la suite. Bientôt après, l'Assemblée s'occupa des immigrés et des prêtres assermentés. Quant au premier, il était d'une politique sage de les laisser insensiblement rentrer dans leur patrie, et le moyen de les y rappeler était d'assurer de plus en plus la tranquillité intérieure du royaume. L'intérêt du commerce, essentiellement attaché à la fortune des grands propriétaires, exigeait cette mesure de prudence. Et le succès en était d'autant plus assuré qu'il est dans le cœur de tous les hommes de soupirer après la patrie qui les a vus naître. Par là même, on les eut attachés au nouvel ordre des choses. Et bientôt, on eut vu la France reprendre son premier éclat. Quant aux prêtres, ils n'étaient point à craindre, aucune force n'était à leur ordre, et si quelques-uns d'entre eux se rendirent coupables de quelques méfaits, il existait des lois pour les réprimer, des tribunaux pour en connaître, des juges pour prononcer des peines, mais la faction avait un autre but, bannir à jamais les émigrés pour isoler le trône, éloigner les prêtres pour écarter toute morale, pour anéantir toute religion, tel était le plan des factieux. L'Assemblée, partant de ces principes, lança contre les immigrés un décret, j'ose dire non moins impolitique qu'injuste, auquel je crus devoir refuser ma sanction, et je ne fis en cela qu'user du droit que m'accordait la Constitution. Mais en même temps, je crus devoir faire une proclamation à la fois persuasive et menaçante pour faire rentrer chacun dans le devoir et l'obéissance de la loi. J'écrivis dans le même temps et dans les mêmes principes aux princes mes frères, mais toutes ces démarches de paix qui contrariaient les vues particulières de la fraction furent de nouveau sujet de trouble. La suspension que j'avais opposée à l'exécution du décret sur les émigrés fit mouvoir tous les ressorts de la malveillance, et de ce moment, on mit tout en usage pour m'enlever cette seule prérogative que m'avait garantie la Constitution. L'hiver entier n'offrit que des dénonciations, des emprisonnements, des déclamations, des persécutions de tout genre, des projets de révolution, de conjuration. Le tout pour impliquer ceux à qui on avait le projet de nuire, et pour multiplier le nombre des émigrés sur la fortune desquels on avait déjà jeté d'avance un œil de convoitise. Bientôt, un autre épisode vient remplir la scène.
On se rappelle parfaitement de l'affaire de Nancy, la révolte du régiment de Châteauvieux, coupable d'indiscipline et dont une partie avait été condamnée par le Conseil de guerre et à la peine des galères. On peut se rappeler aussi que lors de l'amnistie générale du mois de septembre 1791, on avait voulu y faire comprendre les soldats de ce régiment, mais que par son décret du 30 du même mois, l'Assemblée n'avait entendu comprendre dans l'amnistie que les citoyens détenus pour faits d'émeutes relatifs à la Révolution et non pour toute autre cause. Or, les soldats du régiment de Châteauvieux n'étaient point condamnés pour faire de révolution, mais pour faits d'indiscipline et de révolte à main armée. D'ailleurs, ils avaient été jugés par leur propre nation et ils ne se trouvaient sur les galères de France qu'à titre d'emprunt de territoire et de prison. D'après ces circonstances, les soldats de Châteauvieux ne pouvaient être graciables aux yeux de la nation. Sous aucun aspect, et la nation suisse pouvait seule disposer de leur sort. Mais comme on avait le projet de rendre odieux le général Bouillet, qu'on voulait faire retomber à sa charge et sur moi-même l'affaire de Nancy, l'on jugea à propos de rendre la liberté aux soldats Châteauvieux. D'intéresser le public à leur sort, ils furent récompensés, fêtés dans toutes les sociétés jacobites, présentés à l'Assemblée législative. Enfin, on poussa le délire jusqu'à faire à Paris une fête publique en leur faveur, fête que l'on put regarder comme le triomphe de la révolte et de l'impunité. Peu de jours après, je me rendis à l'Assemblée pour proposer contre l'Autriche la déclaration de guerre, devenue alors indispensable par les circonstances. En effet, depuis plus d'un an, toutes les puissances, tous les cabinets des cours de l'Europe, qui jusqu'alors ne s'étaient occupés ni des affaires intérieures de la France, ni de ses révolutions, ni de ses troubles, dont ils étaient demeurés froids spectateurs, avaient été traités à l'Assemblée législative d'une manière tellement indécente, provoquante et menaçante, qu'enfin ces différentes cours, malgré mes soins et mes sollicitudes constantes pour prévenir toute rupture, se réveillèrent de leur engourdissement et concertèrent entre elles des mesures de prévoyance pour prévenir le choc dont elles étaient menacées. D'un autre côté, d'après le décret qui ordonnait de traiter avec les princes d'Allemagne, possessionnés en France, sur les indemnités qu'ils pouvaient être en droit d'exiger, en raison des possessions qu'ils avaient dans ce royaume, où paraissait éluder cette négociation, et l'on mettait si peu de bonne foi dans les procédés, à cet égard que les princes furent obligés de se plaindre hautement de la violation de leurs droits. Ces considérations fixèrent encore plus les yeux du corps germanique et firent dès lors entrevoir les craintes d'une prochaine rupture de la part de la France. De ce moment, les membres de l'Empire se coalisèrent pour assurer leur défense respective et arrêtèrent à Pillnitz, le 27 août 1791, la convention dont on a tant parlé depuis, convention qui ne fut que purement éventuelle et défensive. Tant qu'il n'existait de la part des princes confédérés que des actes de prévoyance, je ne pouvais m'en plaindre. Et la seule mesure à prendre dans cette circonstance était de se tenir également sur la défensive et de garnir les frontières pour être à l'abri de toute invasion. En effet, je connaissais par expérience quelles pouvaient être les suites d'une guerre, et surtout d'une guerre entreprise sous les auspices d'une révolution générale dont la secousse avait ébranlé l'État jusque dans ses fondements. D'ailleurs, la nation avait constitutionnellement renoncé à toute conquête et ne pouvait conséquemment soutenir une guerre que pour sa défense. D'un autre côté, pour entreprendre une guerre offensive, il fallait des hommes et de l'argent. Or, d'une part, je voyais toute l'armée de ligne désorganisée, incomplète et dans l'état le moins imposant. De l'autre, je voyais des dépenses inouïes à faire dans un temps où toutes les ressources étaient épuisées, où l'État était arriéré par le mauvais régime et la désorganisation des finances, où le numéraire manquait absolument, où les assignats enfin perdaient plus d'un tiers contre l'argent. Je voyais aussi qu'en faisant une guerre offensive, il fallait se porter sur le territoire étranger, où les troupes ne pouvaient subsister qu'avec du numéraire effectif, ce qui non seulement tiercerait les dépenses, mais le ferait chaque jour sortir du royaume sans espoir de retour, et le rendrait conséquemment, de jour en jour, plus cher pour la nation, qui serait obligée de renoncer à la guerre avec le plus grand désavantage et avec un surcroît effrayant de la dette nationale. Toutes ces considérations, jointes au manque d'officiers expérimentés, aux événements toujours douteux de la guerre et à la situation politique de la France, me faisaient ardemment désirer la continuation de la paix, mais la faction fut plus forte que la raison et que l'intérêt national. Je voulus éviter des maux peut-être plus grands encore et me déterminai de proposer la guerre à l'Assemblée dans la forme constitutionnelle. Elle fut en conséquence déclarée
entreprise jusqu'à présent, on en a vu le succès. Ils ont réalisé mes craintes et la nation ignore ce que lui coûte en ce moment, ce que lui coûtera jusqu'à la paix, la guerre la plus imprudente et la plus impolitique qu'elle ait jusqu'à présent entreprise. Mais le projet des factieux était d'achever le bouleversement de l'État, d'attaquer le repos des puissances voisines, de porter par toute l'Europe le même esprit de trouble et de déprédation qui avait ruiné la France. En un mot, on voulait désorganiser l'univers, et pour parvenir à l'exécution d'un projet digne de Forbans plutôt que de Français, on ne pouvait voir ni conserver un roi dont les sentiments étaient incompatibles avec des idées de désordre et de brigandage. D'ailleurs, il fallait tromper le soldat de ligne et le volontaire, leur présenter des avantages qui ne sont ni dans le code usuel de la guerre, ni dans les principes des puissances. Il fallait tromper le peuple pour le séduire et pour l'acharner, mais un roi ne pouvait se prêter à de telles manœuvres, ni déshonorer sa nation. Dès lors, il fallait l'écarter. Or voici, pour y parvenir, la marche successive que l'on a tenue. À peine la guerre fut déclarée et les généraux nommés par moi, que pour les écarter et les remplacer par des créatures affidées et dans les bons principes, les dénonciations et les accusations se firent retentir de toutes parts. L'Assemblée législative, les journalistes, les écrivains à gages n'eurent plus qu'un langage uniforme. On avait persuadé au peuple qu'il suffirait de montrer l'étendard et l'uniforme français aux troupes étrangères pour les anéantir et les stupéfier. Cette promesse ne s'étant pas beaucoup réalisée, l'on a sonné le tocsin contre les généraux, on les a taxés de trahison, on les a chargés d'accusations et finalement on leur a fait prendre le parti de se démettre ou d'émigrer. Et c'est encore ce qu'on désirait parce qu'on craignait que des généraux à mes ordres ne se prêtassent pas aux rues particulières de la faction. Après avoir, par cette manœuvre, enlevé au trône l'appui de la force armée, il fallait d'autres mesures pour abattre à la fois le monarque et le trône. Le plus simple était de m'isoler absolument et de me livrer au hasard et à l'impunité de tous les crimes, ainsi qu'à l'impuissance d'y porter aucun obstacle. En conséquence, et pour réunir avec plus de certitude, on prit le parti de licencier le 30 mars la garde que la Constitution m'avait accordée, que l'Assemblée constituante avait décrétée, cette garde à laquelle on avait tâché d'inspirer tous les dégoûts, que l'on avait fait provoquer, insulter, cette garde enfin, choisie par chaque département et prise dans leur sein, fut accusée d'incivisme et licenciée pour être soi-disant réorganisée, mais le projet certain était de n'en rien faire. On voulut de même éloigner de moi ma garde suisse, elle soutint ses privilèges et sa capitulation et ne tarda pas, comme on le verra bientôt, d'être victime de son attachement aux principes et à la justice. Par suite du système qui précède, je me vis encore forcé de changer de ministre et d'accepter ceux qui me furent suggérés par la faction même. Mais je n'accédais à ces changements que pour éviter les reproches dont la malveillance m'aurait accablé chaque jour. Et pour me soustraire à la responsabilité de tous les événements qu'on aurait tâché, sans cet acte de prudence, de faire tomber sur moi. Ce coup esquivé, l'on m'en porta bientôt un autre. On répandit, on imprima qu'il se tenait chez moi un conseil contre-révolutionnaire que l'on nomma comité autrichien. De suite, je donnai ordre aux accusateurs publics de poursuivre ceux qui avaient annoncé l'existence de ce comité. Je fus également demandé à l'Assemblée les preuves de cette existence prétendue et par son décret du 20 mai 1791, elle ajourna ma demande, manière toute simple de ne pas y faire droit. Pour parvenir ensuite plus sûrement au plan médité contre moi de longue main, on imagina d'inculper, d'accuser, de renvoyer au tribunal d'Orléans la presque totalité des ministres que j'avais eus depuis un an. L'on sait quel a été leur jugement et leur fin, et bientôt l'on en saura le motif. À ces moyens préparatoires, il faut ajouter le décret concernant la formation d'un camp de 20 000 hommes près de Paris. J'avais refusé de sanctionner ce décret parce que j'étais prévenu qu'il renfermait des mesures sourdes déjà justifiées par les précédents événements et qu'il y avait tout à craindre dans Paris de ce rassemblement. En conséquence, je me proposais, en refusant ma sanction, d'établir un camp à Soissons, en état, au besoin, de couvrir Paris, de secourir la frontière. Je me vis également obligé de renvoyer les ministres factieux que l'on m'avait forcé de prendre et qui tous étaient dévoués au parti Orléans. La faction furieuse de cette vue déjouée mit en œuvre tous ces moyens ordinaires qui conduisirent aux événements de la journée du 20 juin.
Mais les projets transpirèrent. Le département instruit que, nonobstant un arrêté de la commune qui avait rejeté une pétition illégale au nom des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel, il existait un projet de rassemblement, crut devoir ordonner à la municipalité de prendre à cet égard toutes les mesures de prudence convenables et suffisantes, même de faire toutes les dispositions de force publique nécessaires. Pour contenir et réprimer les perturbateurs, le ministre de l'Intérieur crut devoir faire part de cet arrêté du département à l'Assemblée, qui eut ses raisons pour passer à l'ordre du jour. Le lendemain, 20 juin, le département dénonce le rassemblement armé des faubourgs. Et le même jour, la contravention au décret rendu, l'Assemblée permet le défilé devant elle de cette troupe au nombre de 8000. Je ne me permettrai pas de faire ici le tableau de l'indécence que ce spectacle offrit à l'Assemblée. Il me suffira de renvoyer aux journaux d'alors, mais au sortir de cette scène scandaleuse, présidée par le brasseur Santerre, aujourd'hui général, et nommé maréchal de camp, avant d'avoir servi la même troupe, augmentée d'un nombre considérable, se porte au château des Tuileries avec des canons, à la tête desquels était le nègre du duc d'Orléans. On force les portes, on monte à mon appartement avec du canon. Santerre ne donne aucun ordre pour ma sûreté, sous le prétexte qu'il n'en a point reçu du maire. Étonné d'une insurrection de cette nature, j'ordonne que la porte de mon appartement s'ouvre et je me présente. À l'instant, un brave et généreux citoyen, Alcock, brasseur, chef d'une légion de la garde nationale, se précipite vers moi et me dit « Sire, mon corps vous servira de bouclier, ma vie vous appartient, elle est tout entière à vous, vous le savez. Trop heureux de périr pour une si belle cause. » Plusieurs autres, aussi braves, se joignent à lui pour me faire un rempart de leur personne. Bientôt, les portes sont forcées à coups de hache. Des grenadiers arrivent à mon secours, une cohorte atroce entre de suite. Demande la tête de la reine. La foule s'accroît avec le danger. L'on soustrait la reine à la rage des conjurés. Je vois de sang-froid défiler cette troupe meurtrière dans laquelle, cependant, quelques-uns demandent à baiser ma main, que je leur accorde. Enfin, c'est dans ce tumulte qu'on me demande la sanction du décret sur le camp de Paris et de celui contre les prêtres, et le rappel de ministre jacobin que j'avais renvoyé. En mettant sous mes yeux cette inscription civique, sanctionne ou la mort. Je réponds avec la fermeté digne de mon rang que j'avais juré de maintenir la Constitution et que je ne varierais pas, mais je n'étais pas dans le sens de la faction. On force d'autres passages pour arriver jusqu'à la reine, qui se réfugie avec sa famille dans ma chambre particulière. On entre dans celle de ma fille. On y vole ainsi qu'ailleurs les effets portatifs. Enfin, on allait violer le dernier asile de ma famille. Lorsque 200 grenadiers arrivent, entrent dans le cabinet du conseil, jurent fidélité, font ranger ma famille et préviennent du plus grand crime en s'opposant aux révoltés, alors le défilé passe devant la reine, on lui jette un bonnet rouge, de mon côté l'on me présente un dont je m'affuble et que je garde 2 heures. Enfin, après 4 heures de sollicitude et de tourments, arrive le maire de Paris, l'affidé de la faction, la créature par excellence du duc d'Orléans, la froideur du crime sur la figure, à la présence de ce chef, la horde séditieuse qui avait refusé d'entendre quelques députés de l'Assemblée, se calme. Il l'engage d'attendre 24 heures pour me donner le temps de sanctionner librement et invite les révoltés à se retirer dans leur foyer avec la même dignité qu'ils en étaient sortis. Vous êtes conduits sagement, dit-il à ces factieux. Vous avez déployé le caractère et la majesté d'un peuple libre et digne de l'être. C'est assez, éloignez-vous. Et c'est en ma présence que ce langage se tenait. À la voix et aux ordres du chef, tout disparaît. D'où résulte la conséquence qu'à sa voix aussi, chacun fut resté dans le devoir, et que le crime de cette journée était moins celui des rebelles que celui de Jérôme Piéton et consorts. Santerre, outré de voir manquer l'expédition dont il était le digne général, osa dire à la reine en partant « Princesse, vous êtes dans l'erreur, on vous égare, on vous trompe, je vous réponds du peuple. » La reine, pénétrée d'indignation, se contenta de lui répondre « Je n'en juge pas d'après vous. » Et pressant 2 grenadiers au milieu de cette garde fidèle, « Je ne crains rien, dit-elle. » Tel fut, en raccourci, l'événement du 20 juin, prélude à celui du 10 août suivant. J'en ai abrégé les détails, aussi dégoûtants qu'incroyables, pour en épargner l'horreur aux âmes sensibles. Et c'est ainsi, Français, qu'en votre nom, des brigands traitant votre roi, celui que vous aviez choisi pour l'être, qui s'en faisait une gloire, celui enfin que vous aviez comblé des témoignages de votre attachement et qui n'a désiré jusqu'à ce moment que de pouvoir vous offrir ceux de sa reconnaissance.
J'ai dit plus haut que j'avais refusé, par prudence, ma sanction au décret sur le camp de 20 000 hommes. Je l'avais de même refusé par justice à celui des prêtres. Je n'avais pu voir sans indignation que par ce décret, on formait le projet de livrer les prêtres au pouvoir et à la merci des factieux et de rendre à la fois ces derniers accusateurs et juges. On taxait les prêtres d'être séditieux, perturbateurs, si le fait existait. Il y avait des tribunaux pour les y traduire, des juges pour prononcer des lois pour punir, mais on voulait interdire aux prêtres vertueux la faculté de prêcher l'amour et l'obéissance des lois, et de prévenir, par la sagesse et la droiture de leurs conseils, l'oubli des devoirs et de l'obéissance aux autorités légales. Enfin, on voulait exclure toute morale. Tel fut le motif du décret et tel fut celui de ma résistance à le sanctionner. Quant au rappel des ministres, je ne pouvais m'entourer de conspirateurs qui étaient dans le secret et aux ordres de la faction. À la suite des événements que je viens de raconter, le maire de Paris, fier de son triomphe, fut recueillir le lendemain à l'Assemblée les lauriers de gloire dus à son civisme et rendu un compte exact à sa manière, dont aucun parti ne fut la dupe. Le même jour, j'écrivais à l'Assemblée « Messieurs, l'Assemblée nationale, à connaissance de la journée d'hier, Paris est dans la consternation. La France n'apprendra qu'avec peine cet événement fâcheux. Je laisse à l'Assemblée le soin de poursuivre les auteurs des attentats pour moi. Rien ne m'empêchera de faire respecter la Constitution. » Le 22, le maire de Paris, l'instigateur de la révolte, osa faire afficher « Citoyens, gardez votre calme et votre dignité. » Le calme et la dignité du 20 juin. « Couvrez-vous de vos armes, le roi de la Constitution. Environnez le respect de sa personne, que son asile soit sacré. » Vit-on jamais des dérisions plus sanglantes? 2 jours après, un placard incendiaire affiché au faubourg Saint-Antoine annonçait une insurrection générale et demandait ma destitution. Il restait encore une désorganisation essentielle à faire, c'était le licenciement de l'état-major de la garde nationale parisienne. Et cette mesure tenait beaucoup aux événements ultérieurs. Il fut décrété, le 3 juillet, on imagina le lendemain, de proclamer que la patrie était en danger, ce qui tenait pareillement aux mêmes événements. L'on rendit en conséquence le décret le plus alarmant. Et dans l'intervalle de tous ces événements, on faisait arriver de tous côtés des pétitions de circonstances, si visiblement calquées des unes et sur les autres, qu'on ne pouvait y reconnaître le type de la faction, et la coopération fidèle des sociétés affilées. Le 7, on fait jurer à l'Assemblée entière l'exécration du projet de diviser cette Assemblée en 2 chambres et d'établir la République sur les ruines du trône. Mais 75 jours après, les mêmes membres, en grande partie, ont proclamé cette République qu'ils avaient juré d'exécrer. Et c'est ainsi, Français, que l'on a cessé d'abuser de votre confiance et de votre crédulité, malheureusement, trop aveugle. Cependant, l'Assemblée législative avait paru, par le serment qu'elle avait fait, renoncer à toutes les factions. J'avoue non seulement que j'en reçus la nouvelle avec satisfaction, mais qu'encore je fus empressé d'aller moi-même lui en donner des témoignages. Je me rendis en conséquence de suite à l'Assemblée, à laquelle je dis « Le spectacle le plus attendrissant pour mon cœur est celui de la réunion que vous venez de faire. Je viens vous exprimer ce sentiment moi-même, le point de réunion des Français est la Constitution. Et le roi en donnera toujours exemple aux Français. Ce que je voyais n'était malheureusement qu'illusion. Et la journée n'était pas encore passée que les passions de la veille étaient déjà ressuscitées. Je vais m'arrêter là. On sera après la veille de cet événement avec le département de Paris. Je vous remercie, je pense qu'il n'y a pas de questions. Je vous remercie d'avoir participé à cette histoire de France exceptionnelle pour un lundi sur l'appel de la nation du roi Louis XVI, 5e partie. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, je l'espère, où je ferai un salon aussi. Je vous avertirai la veille du jour pour la suite et la 6e partie de l'appel à la nation de Louis XVI. Et je tiens à vous dire que plus je lis ces pages, plus je m'aperçois que la France a beaucoup perdu. Je vous remercie. Louis XVI a commencé à écrire l'appel à la nation aux Tuileries puis à la prison du Temple, qui était plus compliqué puisque le roi était surveillé par les révolutionnaires. L'exemplaire sauvé par Taschereau alors que l'ordre avait été donné de détruire les lettres du roi, Taschereau l'a préservé pendant le procès du roi. Les Français n'ont jamais pris connaissance de celle-ci. Nous espérons que le récit sur l'appel à la nation partie 5 vous aura plu et vous aura apporté des réponses sur le roi.
Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France, l'appel à la nation partie 6.